Camille Lefebvre, 26 ans, se levait chaque matin à 5h30 dans la petite chambre mansardée qu'elle occupait discrètement au dernier étage de l'hôtel particulier de la famille Darcy, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle s'habillait en silence, nouait ses cheveux châtains en un chignon rapide et descendait les escaliers de service sans faire craquer une seule marche. Depuis 2 ans, elle travaillait comme employée de maison dans la demeure de Julien Darcy, l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la capitale. Pour les autres, elle était une silhouette furtive, une présence utile mais effacée. Elle était celle qui faisait briller les miroirs, repassait les costumes, rangeait sans être vue, invisibilisée par un monde qui ne regardait jamais en bas. Camille n'avait jamais protesté. Elle faisait son travail avec rigueur, économisait chaque centime de son salaire et envoyait de l'argent à ses grands-parents et à son petit frère, resté dans une modeste maison de pierre près de la ville de Tarare, non loin de Lyon. Son passé, elle l'avait soigneusement enterré comme on enterre un trésor dont on aurait perdu la clé. Seuls les rares objets entassés dans une boîte en bois sous son lit témoignaient de ce qu'elle avait été. Des carnets à dessin, quelques pinceaux usés, des photos de fresques murales réalisées à l'adolescence et une lettre déchirée qu'elle relisait parfois en secret. Discrète mais déterminée, Camille possédait cette force silencieuse des gens qui n'attendent rien des autres, et tout d'eux-mêmes. Sa présence dans la maison passait inaperçue, jusqu'aux yeux de Julien qui croisait parfois son regard sans vraiment le voir. Il la saluait distraitement, lui donnait des consignes rapides, mais n'avait jamais posé une seule question sur sa vie. Pour lui, Camille était une ombre efficace, une tâche accomplie sans bruit, et cela convenait parfaitement à la jeune femme, du moins en apparence, car sous cette façade de docilité se cachait un feu ancien, un talent jamais éteint. Camille avait autrefois été une élève brillante dans une école d'art plastique de Lyon. On vantait la justesse de ses traits, la maturité de ses compositions. Son professeur disait d'elle qu'elle avait l'œil d'une vieille âme. Mais tout cela appartenait à un autre temps. L'accident de son frère, les factures, l'obligation de partir à Paris pour trouver un emploi stable avaient tout interrompu. Elle avait rangé ses pinceaux, pris un pseudonyme et cessé de peindre, jusqu'à oublier presque le goût des couleurs. Chaque jour, en nettoyant les grandes pièces de la maison Darcy, elle observait les œuvres d'art accrochées au mur avec une émotion muette. Certaines pièces modernes lui semblaient creuses, sans vie. D'autres la bouleversaient sans qu'elle sache pourquoi. Elle se surprenait parfois à les critiquer mentalement, à imaginer comment elle aurait traité le même thème, avec plus de lumière, plus de matière. Mais ses pensées, elle les refoulait aussitôt, les jugeant inutiles, presque dangereuses. Camille n'avait pas d'amis dans la maison. Les autres employés la respectaient, mais gardaient leur distance. Elle n'était ni bavarde, ni mondaine. Elle évitait les conversations trop longues, les confidences. Elle répondait poliment, mais restait toujours sur la réserve. Certains pensaient qu'elle était simplement timide. D'autres la croyaient hautaine. La vérité, c'est que Camille se protégeait. Elle savait que dans ce monde de luxe et d'apparence, un mot de trop pouvait suffire à la faire rejeter. Elle vivait ainsi, entre ombre et lumière, entre passé révolu et présent résigné. Pourtant, parfois, la nuit, quand tout le monde dormait, elle descendait dans la buanderie et ouvrait un carnet secret. À la lueur d'une vieille lampe de bureau, elle dessinait des visages, des mains, des corps en mouvement, des scènes de vie qu'elle inventait ou qu'elle observait dans la journée. C'était son seul lien avec l'ancienne Camille, celle qui rêvait d'exposer un jour dans une galerie, qui croyait pouvoir toucher les gens avec ses toiles. Mais personne dans l'hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré ne soupçonnait cela. Pour Julien Darcy et ses invités, Camille n'était qu'une silhouette grise, une domestique interchangeable. Et elle-même avait fini par s'en convaincre. Jusqu'à ce soir-là, ce soir où tout allait commencer à basculer. Le jour où tout bascula débuta de la manière la plus banale. Camille nettoyait les vitres du grand salon, attentive à effacer toute trace de doigt sur le verre immaculé qui donnait sur le jardin. Dans la pièce attenante, Julien Darcy discutait avec 3 de ses amis d'enfance, tous issus du même monde privilégié, engoncés dans leurs chemises parfaitement repassées, entre rires complices et sarcasmes feutrés. Ils préparèrent la fameuse soirée de gala annuelle que Julien organisait depuis 5 ans, dans le but de renforcer ses réseaux, parmi la haute société parisienne. Chaque édition surpassait la précédente en luxe, en invités prestigieux, en extravagance mesurée.
Le palais Garnier avait été réservé cette fois, et le thème choisi, l'audace et l'élégance. Une idée qu'il jugeait à la fois chic et provocante. Dans la pièce, les voix s'élevèrent peu à peu, et Camille entendit des bribes de conversation à travers l'ouverture de la porte. L'un des amis de Julien, un certain Thibaut, lança d'un ton moqueur « Et cette année, qui vas-tu exhiber à ton bras, Julien ? Une actrice ratée ou une influenceuse désespérée ?» Rire. Puis un autre ajouta « Tu devrais innover. Pourquoi pas une inconnue, quelqu'un d'inattendu ?» Julien ricana brièvement avant de jeter un regard distrait vers l'entrée du salon, là où Camille venait d'apparaître, effaçant une dernière trace de chiffon sur la poignée dorée. Son regard glissa sur elle comme sur un meuble sans importance. Il leva alors son verre de whisky et déclara d'un ton faussement solennel « Très bien, messieurs, je vais faire mieux que ça, je vais emmener celle-là, la petite employée, la feignante, là, comment elle s'appelle déjà? Camille ?» Il feignait de chercher, accentuant sa mise en scène. « Oui, Camille, je vais l'inviter, juste pour voir leur tête quand je débarquerai avec elle. » Le silence se fit un instant, puis les éclats de rire fusèrent. Thibaut manqua recracher son cognac. « Tu plaisantes? La fille des cuisines ?» Julien haussa les épaules, sourire en coin. « Pourquoi pas? Un peu d'originalité. Et franchement, ça fera parler. » Un autre lança. « Elle a la tête d'une souris de bibliothèque. On dirait une statue de cire. Ce sera un carnage. » Julien ne répondit pas, savourant déjà l'effet de sa provocation. Camille n'avait pas bougé. Elle s'était figée sur place, le chiffon toujours en main. Elle avait entendu chaque mot, chaque inflexion. Elle ne savait pas ce qui la frappa le plus. Le mépris glacial de Julien ou les ricanements satisfaits de ses amis. Une chaleur lui monta au visage, pas de honte, mais de colère contenue. Elle retourna calmement dans l'escalier, le pas léger, sans courir, sans trembler. Elle ne se permit même pas une larme. Le soir même, alors qu'elle terminait son service, Julien la trouva dans la cuisine, rangeant les couverts. Il s'appuya nonchalamment contre le chambranle de la porte. « Camille !» dit-il avec ce ton faussement détendu qu'il utilisait lorsqu'il voulait jouer au grand seigneur bienveillant. « J'organise une petite soirée samedi prochain. Je voudrais que tu m'accompagnes. » Elle se retourna lentement, les yeux ancrés dans les siens. Il crut y déceler une hésitation, mais elle répondit d'un ton neutre, presque froid. « Très bien, je viendrai. » Julien sembla surpris. Il resta un instant immobile, comme si la réponse n'entrait pas dans le scénario qu'il avait imaginé. Il s'attendait à un refus gêné, une fuite discrète, pas cette acceptation calme, presque désintéressée. « Parfait », lâcha-t-il finalement, avant de tourner les talons. Dans les jours qui suivirent, la rumeur se propagea comme une traînée de poudre entre les murs de la maison. Les autres employés chuchotaient dans les couloirs, les regards se faisaient plus insistants, plus lourds. Certains murmuraient qu'elle avait peut-être séduit Julien, d'autres qu'il s'agissait d'un pari cruel. Personne ne semblait croire que Camille ait pu être réellement invitée pour ce qu'elle était. On la détaillait désormais avec une curiosité teintée de condescendance, comme un animal rare qu'on exhiberait bientôt dans une cage dorée. Mais Camille restait droite. Elle faisait son travail avec la même rigueur, répondait avec la même politesse. Rien dans son comportement ne trahissait ce qu'elle ressentait. Pourtant, chaque nuit, lorsqu'elle rentrait dans sa chambre, elle s'asseyait sur son lit, fermait les yeux et revoyait la scène. Les rires, les mots, le regard vide de Julien. Elle aurait pu refuser, prétendre une maladie, éviter l'humiliation programmée. Mais quelque chose en elle avait été réveillé, une vieille étincelle, pas de vengeance, pas de revanche, juste une envie profonde de se tenir droite dans l'orage, de montrer qu'elle existait. Elle savait que cette soirée serait un piège. Elle le pressentait dans les regards, dans les silences trop lourds. Mais elle y irait, non pas pour eux, pour elle. Pour cette partie d'elle-même qu'elle avait oubliée trop longtemps. Elle n'avait pas encore de robe, pas d'idée précise de ce qu'elle allait porter, ni comment se présenter devant les flashs ou les regards inquisiteurs. Mais elle savait une chose, elle ne courberait pas l'échine. La veille de l'événement, elle reçut un message de Julien avec les détails pratiques. Adresse, heure, consigne. Aucun mot aimable, aucun ton rassurant. Juste une série d'instructions impersonnelles, comme on enverrait un rappel logistique à une employée. Elle lut le message, le referma, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un sourire calme, presque imperceptible, mais qui portait en lui la promesse de quelque chose qui dépassait le simple cadre d'une soirée mondaine.
Elle n'avait rien demandé, rien provoqué, mais elle avait été choisie, pour les mauvaises raisons. Et pourtant, c'était peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. Le lendemain de son acceptation silencieuse, Camille termina son service plus tôt. Ce n'était pas un congé, ni une faveur, mais un échange discret avec une autre employée qui lui devait un service. Dès qu'elle sortit dans les rues de Paris, elle marcha d'un pas déterminé vers la station de métro la plus proche, serrant contre elle un petit sac en toile contenant une vieille photo, un croquis abîmé et une adresse griffonnée à la hâte. Elle ne regardait pas autour d'elle, ne s'arrêtait pas pour admirer les vitrines ni les façades haussmanniennes. Elle avait une destination en tête, précise, ancienne, enfouie dans sa mémoire comme un fragment oublié. Montmartre, l'endroit où des années auparavant, elle avait passé des après-midi entiers à dessiner sur des bancs publics, à peindre sur les murs gris des ruelles, à observer les artistes de rue, les musiciens, les rêveurs. Elle y avait aussi une amie, ou du moins ce qui en restait, Élise. Elle s'était connue au lycée d'arts appliqués de Lyon. Élise était montée à Paris pour suivre une formation en stylisme. Camille l'avait perdue de vue, mais un jour, par curiosité, elle l'avait recherché sur Internet et trouvé son nom associé à un petit atelier de couture indépendant. Aujourd'hui, elle avait décidé d'aller frapper à cette porte. Quand elle arriva devant la boutique, une enseigne peinte à la main indiquait « Élise, création sur mesure ». Derrière la vitrine, on distinguait des robes suspendues, des tissus éclatants, des mannequins de couture. Camille resta un instant figée, comme si franchir ce seuil revenait à faire un pas dans une vie qu'elle avait laissée derrière. Puis elle entra. Le tintement discret de la clochette alerta Élise, qui sortit de l'arrière-boutique, tenant des épingles entre les lèvres. Elle s'arrêta net en voyant Camille. Un silence épais s'installa. Puis, Élise retira les épingles de sa bouche et dit, d'un ton mêlant surprise et tendresse, « Camille, c'est bien toi ?» Camille hocha la tête. « Je ne savais pas si tu me reconnaîtrais. Tu plaisantes, tu n'as pas changé. » Un rire léger brisa la tension. Elles s'embrassèrent timidement, puis Élise l'invita à s'asseoir. Elles parlèrent d'abord de choses superficielles, le travail, la ville, la météo. Puis Camille lui raconta l'essentiel, l'invitation, l'humiliation, le besoin soudain de ne pas se cacher. Élise l'écoutait sans interrompre, les sourcils froncés, les doigts jouant nerveusement avec un ruban. Quand Camille termina, il y eut un long silence. « Tu as bien fait d'accepter, mais tu ne peux pas y aller comme ça. Tu dois leur montrer qui tu es, et pour ça, tu ne peux pas porter n'importe quelle robe. » Camille sourit, amusée. « Je n'ai pas de quoi me payer une robe de gala. » Élise se leva, ouvrit une armoire et sortit un rouleau de tissu. « Tu n'as pas besoin de payer, je vais t'aider. On va faire ça ensemble, comme avant. » Pendant les heures qui suivirent, l'atelier reprit vie sous une lumière différente. Élise prit ses mesures, sortit des croquis, proposa des formes simples mais élégantes. Camille, de son côté, proposa une idée audacieuse, peindre elle-même certains détails de la robe, comme elle le faisait autrefois sur les toiles. Une ceinture florale, une bordure de soie peinte à la main. Élise s'arrêta, la regarda longuement. « Tu n'as jamais arrêté, n'est-ce pas? Même si tu le caches. » Camille détourna les yeux. « Je dessine encore parfois, mais je ne montre rien à personne. » C'est alors qu'Élise lui tendit un carnet vierge. « Remplis-le, tous les jours, peu importe quoi. Tu es resté trop longtemps dans l'ombre. » Camille accepta le carnet sans un mot. Plus tard, alors qu'Élise travaillait à la machine à coudre, Camille ouvrit son sac et sortit le croquis abîmé. C'était un autoportrait qu'elle avait dessiné à l'âge de 17 ans, peu après la mort de sa mère. Il montrait une jeune fille assise devant une fenêtre, le regard perdu dans un ciel chargé. Élise le reconnut immédiatement. « Je me souviens de celui-là. C'est celui que ton professeur avait encadré dans le hall du lycée. » Camille hocha la tête. « Je l'avais récupéré quand tout s'est écroulé. » Ce dessin, vieux de presque 10 ans, semblait soudain résonner d'une vérité intacte. Avant de partir, Camille demanda un dernier service. Elle voulait envoyer une reproduction d'un de ses anciens portraits à une galerie de Paris dont elle admirait la ligne éditoriale. Une petite galerie, mais réputée, tenue par une curatrice indépendante qui valorisait les artistes émergents. Camille ne voulait pas se présenter sous son vrai nom. Elle signa le portrait avec un pseudonyme qu'elle n'avait pas utilisé depuis le lycée. L.C., les initiales de son nom complet, qu'elle utilisait autrefois pour dissimuler son genre dans les concours de dessin.
Élise se chargea de l'envoi. Camille repartit dans la nuit tombante, une légère pluie effleurant les trottoirs. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait exactement de cette tentative. Peut-être rien. Peut-être juste le besoin de faire un geste, de briser le cycle de silence. Le lendemain, elle retourna à son poste comme si de rien n'était. Elle servit le petit déjeuner, nettoya les sols, répondit poliment aux commandes. Personne ne remarqua la lueur différente dans son regard, ni le carnet qu'elle emportait désormais avec elle, dissimulé dans son tablier. Ce fut quelques jours plus tard que la réponse de la galerie arriva. Un message bref, presque sec mais suffisant. « Votre œuvre a retenu mon attention. J'aimerais vous rencontrer. Êtes-vous disponible samedi soir ?» Camille relut le message plusieurs fois. La date coïncidait exactement avec la soirée du gala. Elle ferma les yeux, soupesa les deux options. Puis, sans hésiter, elle répondit « Je suis engagée ailleurs ce soir-là, mais je suis disponible le lendemain. » Elle ne changerait pas ses plans. Pas cette fois. Quelque chose avait bougé. Une porte entr'ouverte. Et même si personne encore ne le savait, Camille n'était plus la même. Dès le lendemain de son passage chez Élise, Camille entama les préparatifs avec une concentration silencieuse. Chaque soir, après sa journée de travail, elle se rendait discrètement à Montmartre pour les essayages. Elle portait un manteau sobre, remontait les rues en pente sans s'attarder, comme une ombre. Dans l'atelier d'Élise, elle retrouvait un espace de confiance, un lieu où sa parole comptait, où ses gestes reprenaient de la force. Ensemble, elles travaillaient sur la robe, entre silence complice et souvenirs évoqués à demi-mot. Camille avait choisi un modèle sobre, fluide, sans extravagance, mais qui soulignait la grâce naturelle de sa silhouette. La touche personnelle, ce fut les motifs floraux qu'elle peignit elle-même sur les bords de l'étoffe. Des lignes fines, inspirées des ronces de son enfance, des pétales abstraits, comme une mémoire silencieuse couchée sur du tissu. Mais au manoir, l'atmosphère était tout autre. Le bruit de son invitation s'était répandu bien au-delà du cercle des employés. Certaines amies de Julien, habituées à s'inviter dans ses bureaux ou à traîner dans les couloirs sous prétexte de business ou d'intimité informelle, commencèrent à s'intéresser à Camille. Pas avec bienveillance, avec condescendance, amusement, parfois hostilité ouverte. L'une d'elles, Inès, une attachée de presse influente dans le milieu de la mode, la croisa dans la cuisine et lui lança sans détour. « Alors, tu vas vraiment y aller à cette fameuse soirée ? J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. » Camille répondit d'un simple « oui » sans lever les yeux. « Tu sais, ce genre d'événement, c'est pas fait pour tout le monde », ajouta Inès avec un sourire froid avant de tourner les talons. Les autres employés, qui jusque-là gardaient une distance professionnelle, devinrent plus curieux, plus bavards. Certains lui posèrent des questions avec une politesse forcée. D'autres chuchotaient entre eux quand elle passait. Le regard de la gouvernante, Madame Renaud, devint particulièrement pesant. Elle semblait désapprouver l'idée qu'une employée de l'intérieur se mêle aux invités, même temporairement. Elle la regardait désormais comme une intruse. Camille le sentait à chaque déplacement dans la maison. Les escaliers semblaient plus raides, les couloirs plus étroits, comme si l'espace lui-même voulait lui rappeler qu'elle n'y appartenait pas. Julien, de son côté, se comportait avec une indifférence presque théâtrale. Il ne lui adressait la parole que lorsqu'il le fallait, et jamais sur le sujet de la soirée. Pourtant, Camille devinait dans ses regards furtifs quelque chose d'autre, une forme de trouble difficile à cerner. Ce n'était pas du désir ni de la culpabilité, plutôt une gêne nouvelle, comme s'il avait ouvert une porte qu'il ne savait plus refermer. Peut-être avait-il cru qu'elle refuserait. Peut-être n'avait-il pas mesuré à quel point son invitation, jetée en l'air comme une blague, allait produire des remous silencieux. Mais il était désormais piégé par sa propre provocation. Et Camille, elle, avançait, droite, sans faillir. Elle passa ses soirées à affiner chaque détail. Élise cousait avec minutie, ajustant la robe à la perfection. Camille s'exerçait à marcher avec des talons, à relever les cheveux d'une manière élégante mais naturelle. Elle n'avait pas les moyens de se payer un coiffeur de luxe ni un maquilleur, mais elle savait observer. Elle avait retenu les gestes précis des femmes qu'elle servait. Comment elles ajustaient un chignon, comment elles posaient leur rouge à lèvres d'un geste rapide mais sûr. Elle n'imitait pas, elle adaptait. Ce n'était pas un déguisement, c'était une reconstruction de ce qu'elle avait toujours été, sous la poussière des années. La veille de l'événement, un incident survint. En rentrant tard de l'atelier,
Elle croisa Thibault, l'un des amis de Julien, dans l'entrée. Il sortait manifestement d'un dîner privé. Il la reconnut immédiatement et s'arrêta, surpris. « Ah, mais c'est toi la fameuse invitée. Alors tu vas vraiment jouer le jeu ?» Il la regarda de haut en bas, ricanant. « Tu sais, il y a des gens qui paieraient cher pour être à ta place. Toi, t'y vas avec ta robe cousue maison, faut oser. » Camille, fidèle à elle-même, ne répondit pas. Mais cette fois, elle le fixa droit dans les yeux. Un regard long, soutenu, qui le fit taire un instant. Il haussa les épaules, mal à l'aise, et sortit sans ajouter un mot. Ce regard, elle l'avait peaufiné, pas pour provoquer, pour affirmer. Une présence silencieuse, mais inébranlable. Ce regard disait « Je suis là, et je ne m'excuserai pas ». Le matin de la fête, le manoir était en effervescence. Les allées et venues des livreurs, les robes transportées dans des housses, les valises de maquillage professionnel. Camille, elle, resta à l'écart. Elle avait pris sa journée, prétextant un congé personnel. Personne ne la vit quitter la maison. Personne ne sut où elle allait. Elle passa la journée chez Élise, en retrait, concentrée. L'excitation, elle la ressentait en silence. Elle ne tremblait pas, elle ne doutait pas. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Entrer sans s'excuser, exister sans se justifier. Pendant ce temps, dans les cercles mondains, le nom de Camille circulait déjà comme une rumeur croustillante. Une domestique invitée à un gala? Certains croyaient à une manœuvre marketing, d'autres à un pari cruel. Mais tous attendirent de voir. Les commentaires fusaient sur les réseaux sociaux des proches de Julien. Les spéculations allaient bon train. Certains misèrent sur un désastre, d'autres espéraient un scandale. Mais Camille, elle, ne lisait rien. Elle terminait son maquillage devant un miroir sans teint, un trait de col discret, un fond de teint léger, une touche de couleur sur les lèvres. Elle enfila la robe, respira un instant, se regarda. Ce qu'elle vit dans le miroir, ce n'était pas une version embellie d'elle-même. C'était une image restaurée, complète. Elle était prête, non pour briller, mais pour être enfin visible. Et dans ce monde où l'on juge d'un seul regard, c'était peut-être son arme la plus puissante. Alors que les préparatifs pour la soirée atteignaient leur paroxysme, dans le manoir comme dans les milieux sociaux parisiens, Camille opérait en silence sur un autre front. Tandis que la robe prenait forme sous les mains habiles d'Élise et que les regards se faisaient de plus en plus pesants autour d'elle, elle consacrait une partie de ses soirées à un projet plus personnel, loin de l'agitation et des commentaires venimeux. L'idée était née quelques semaines plus tôt, en même temps que l'invitation involontaire qu'il avait projetée malgré elle sur le devant d'une scène dont elle ne voulait pas vraiment faire partie. Elle avait ressorti un ancien portrait inachevé de sa boîte à trésors, un visage féminin de profil dont les contours semblaient flotter entre la lumière et l'ombre. Une peinture à l'huile sur toile brute, réalisée des années auparavant, abandonnée comme beaucoup d'autres au moment où sa vie avait basculé. Elle avait nettoyé les bords, retouché certaines zones avec patience, reprenant la main avec une précision intacte. L'œuvre ne portait pas de signature visible. Ce n'est qu'à la fin, une fois satisfaite de chaque nuance, qu'elle ajouta les initiales LCAC dans un angle discret, comme elle l'avait fait autrefois, presque par réflexe. LC, son identité d'artiste, cette version d'elle-même qu'elle avait dissimulée, reniée même, mais jamais vraiment oubliée. Ce portrait, elle décida de le photographier avec soin, sous une lumière neutre, et de le transmettre par email à une galerie d'art contemporain du Marais, connue pour sa sélection exigeante et sa discrétion. Elle rédigea un message bref, sans fioriture, dans lequel elle se présentait uniquement comme une artiste indépendante. Elle n'y mentionna rien de sa vie actuelle, ni son emploi, ni son parcours interrompu, encore moins le gala à venir. Pas de promesses, pas de justification. Uniquement l'œuvre, une image, un nom d'emprunt. Le message partit un mercredi soir. 2 jours plus tard, alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine du manoir, elle reçut une réponse. Une ligne d'objet simple. « Votre œuvre a retenu notre attention ». Le texte lui aussi allait droit au but. La curatrice, Marianne Lemoine, voulait en savoir plus. Elle demandait à rencontrer l'artiste, de préférence lors d'une exposition privée qui aurait lieu ce samedi soir, en parallèle de la Nuit Blanche. Nous serons présents au Pavillon des Arts, rue Vieille du Temple. Votre présence serait appréciée. Nous aimerions discuter de votre démarche et voir d'autres œuvres, si possible. Camille relut le message plusieurs fois. La date la fit sourire.
le même soir que le gala, un choix à faire. Mais pour elle, il n'y avait pas de dilemme. Elle répondit poliment qu'elle était déjà engagée ce soir-là, mais proposa un rendez-vous le lendemain, en fin d'après-midi. Le moine confirma aussitôt, avec une curiosité perceptible dans le ton. Cette réponse eut sur Camille un effet inattendu. Non pas un soulagement ni une euphorie quelconque, mais une forme de stabilité nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un, sans connaître son histoire, son apparence ou son origine, avait reconnu la valeur de son travail. Et cela suffisait. Cela lui donnait l'élan dont elle avait besoin pour traverser la tempête à venir. Non pas pour défier qui que ce soit, mais pour exister en dehors du regard des autres. Pas comme une domestique déguisée pour une soirée, mais comme l'artiste qu'elle était et qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Elle garda le secret, pas par peur, par choix. Ce geste, cette correspondance, cette rencontre à venir, tout cela n'appartenait qu'à elle. Ce n'était pas un acte de revanche, mais une affirmation intime. Dans la maison, rien ne changea en apparence. Julien continuait à l'ignorer, ses amis à murmurer, les regards à peser. Mais Camille marchait différemment, plus droite, plus ancrée. Elle observait sans juger, comme on observe une scène dont on connaît déjà le dénouement. Même Élise ne savait pas tout. Camille lui parla du tableau terminé, sans mentionner la galerie ni la curatrice. Elle lui dit simplement qu'elle avait recommencé à peindre, que cela lui faisait du bien. Élise, fine observatrice, sentit que quelque chose s'était déplacé en elle, mais ne posa pas de questions. Elle respectait cette pudeur, cette autonomie. Elles terminèrent les derniers ajustements de la robe en silence, dans une concentration presque cérémonielle. Le soir venu, Camille prit à nouveau son carnet de croquis. Assise sur son lit, elle dessina rapidement quelques silhouettes croisées dans la journée, mais aussi un visage vu dans un rêve. Ce visage, sans contour précis, semblait flotter au-dessus d'une foule silencieuse. Elle ne savait pas encore qu'il ressemblait étrangement à ce qu'elle verrait 2 soirs plus tard, au moment exact où elle entrerait dans le palais Garnier. Car pendant que tout le monde se préparait à la grande représentation sociale orchestrée par Julien Darcy, un autre scénario se mettait en place, loin des projecteurs et des vanités. Une toile signée L.C. circulait discrètement parmi les mains de passionnés d'art. Un nom inconnu mais un regard qui transperçait, un style brut, intime, hors des tendances. Des messages s'échangeaient, une œuvre sans bio, sans photo, sans marketing, juste une signature. Et déjà une tension naissante dans le milieu fermé de l'art contemporain parisien. Pendant ce temps, Julien, persuadé de contrôler chaque détail de la soirée, peaufinait les derniers arrangements. Il avait validé la liste des invités, signé les contrats de prestation, sélectionné les vins. Il n'avait pas réfléchi un instant aux conséquences réelles de sa plaisanterie. Pour lui, Camille restait une inconnue, un élément de décor qu'il avait déplacé par provocation, sans penser à ce qu'elle apporterait réellement sur scène. Mais il ne savait pas que dans les coulisses, au-delà du costume, Camille avait déjà repris possession d'elle-même. Il ne savait pas que l'invitée surprise portait en elle bien plus qu'une robe cousue main et un silence poli. Elle arrivait avec un monde qu'il n'avait jamais regardé, jamais écouté. Et ce monde bientôt parlerait pour elle. Lorsque Solène Moreau apprit, par une indiscrétion bien placée, que Julien Darcy avait invité une employée domestique à son gala, sa réaction fut immédiate. Elle pianota un message bref à Julien, sans même ajouter de ponctuation. « J'espère que c'est une blague. » Il mit plusieurs heures à répondre, comme s'il voulait la faire attendre, ou peut-être éviter une confrontation inutile. Quand il répondit enfin, ce fut avec ce ton détaché qu'il affectionnait tant. « Tu verras par toi-même samedi soir. » Solène ne répondit rien, mais son silence était plus éloquent qu'un long discours. Elle connaissait Julien depuis plus de 10 ans. Ils avaient été ensemble par intermittence, une relation faite d'ego, de pouvoir, de familiarité mondaine. Elle était belle, riche, bien née, et habituée à obtenir ce qu'elle voulait, y compris la considération silencieuse de Julien, même après leur séparation. L'idée qu'une inconnue, et qui plus est une domestique, puisse être propulsée au centre de l'événement la plus attendue de la saison mondaine, lui était tout simplement intolérable. Dès le lendemain, elle confirma sa présence au gala. Pas seule, bien sûr. Elle serait accompagnée d'un galeriste suisse influent, de 15 ans son aîné, qu'elle connaissait à peine mais dont le nom suffisait à attirer l'attention.
Elle choisit une robe sculpturale signée d'un grand couturier, fit appel à une équipe de maquilleurs privés et engagea un photographe indépendant pour capturer son arrivée. Elle n'allait pas passer inaperçue. Et surtout, elle n'allait pas laisser cette Camille occuper une place qui, selon elle, ne lui appartenait pas. Les jours précédant l'événement furent pour Camille un mélange étrange de tensions croissantes et de sérénité nouvelle. Elle n'ignorait pas la présence de Solène dans l'univers de Julien. Elle l'avait vu quelquefois, lors de visites rapides ou de dîners improvisés. Solène avait cette manière de traverser les pièces comme si tout lui était dû, saluant les employés avec un sourire vague, presque condescendant. Une beauté impeccable, un maintien de reine, mais dans les yeux, une dureté glaciale. Lorsque Solène revint au manoir pour voir Julien à la veille de la fête, elle croisa Camille dans l'entrée. Le regard qu'elle lui lança fut bref, mais tranchant. Un éclat de surprise mêlé à du mépris pur. Elle s'arrêta à peine une seconde, juste le temps de prononcer d'une voix sèche « Alors, c'est toi ». Pas une question, une affirmation méprisante. Camille, fidèle à elle-même, ne répondit pas. Elle continua son chemin avec calme, mais elle sentit ce regard lui brûler la nuque. Un instant plus tard, elle entendit Solène rire dans le bureau de Julien. Un rire clair mais sans joie. Le lendemain, dans les coulisses du palais Garnier, alors que l'équipe technique achevait les dernières installations et que les organisateurs ajustaient les derniers détails, les noms des invités circulaient sur les listes. Camille Lefebvre figurait tout en bas, sans mention particulière. Solène Moreau, en haut, accompagnée, avec accès prioritaire. La hiérarchie sociale se lisait déjà dans la façon dont les équipes traitèrent les présences. Certains noms déclenchèrent des appels, des attentions, des aménagements. Le sien, à peine un regard. Mais ce qui échappa à tous, c'était l'attitude de Camille. Elle ne cherchait ni validation ni approbation. Elle avançait avec la conscience aiguë qu'elle n'était pas là pour plaire. Chaque détail de sa tenue avait été pensé non pour séduire un public mondain, mais pour refléter une vérité personnelle. Elle ne portait aucun bijou de valeur, aucune marque tape à l'œil. Sa robe, peinte à la main, parlait pour elle. Une œuvre portable, sans prétention ni ostentation, mais avec une identité forte. Les fleurs stylisées sur la soie semblaient vivantes, vibrantes. Son chignon orné de fleurs fraîches complétait un ensemble d'une sobriété éclatante. Pendant ce temps, Solène peaufinait son entrée. Elle avait soigneusement programmé son arrivée juste après Julien pour maximiser l'attention. Elle savait que les photographes seraient déjà en position et que la présence de Julien attirerait les regards. Elle voulait que l'on compare, que l'on voie la différence. Elle portait une robe audacieuse, noire, structurée, avec des découpes géométriques, une pièce d'architecture textile. À son bras, le galeriste suisse en costume ivoire souriait avec l'aisance de ceux qui savent que leur simple présence fait effet. Avant même d'entrer, Solène lança une pique à Julien. « Alors, ta trouvaille de l'année est prête? Tu veux vraiment qu'on croie que tu es devenu philanthrope ?» Julien haussa les épaules. « Laisse-la tranquille. Ce n'est qu'une soirée. » Solène sourit, mais ses yeux restaient froids. « Une soirée, oui, mais certains désastres peuvent durer une vie entière. » Lorsque Camille descendit de la voiture qui l'amenait au palais Garnier, il n'y avait pas de tapis rouge déroulé pour elle. Aucun journaliste ne l'attendait. Elle entra seule, sans escorte, salua sobrement les hôtes à l'entrée et se dirigea vers le grand escalier. Quelques têtes se tournèrent, rien de plus. Les regards glissaient sur elle sans comprendre. Elle était là, sans éclat apparent, mais avec une dignité impossible à ignorer. À l'intérieur, les conversations s'enflammaient déjà autour des bulles de champagne. Solène, perchée près du buffet, observait les invités avec un œil calculateur. Lorsqu'elle aperçut Camille entrer, elle s'approcha volontairement. D'un ton mielleux audible par les personnes alentour, elle dit « Eh bien, ça y est, le grand moment, la domestique au bal. » Quelques rires nerveux fusèrent. Mais Camille, imperturbable, répondit simplement « Et vous, vous êtes venu chercher quoi? Une revanche ou un public ?» Un silence s'installa. Solène, prise au dépourvu, répondit par un haussement d'épaule avant de tourner les talons. Cet échange bref mais tendu fut le premier signe visible d'un changement de dynamique. Quelque chose se passait. Camille n'était pas là pour jouer un rôle. Et ceux qui pensaient la faire plier commençaient à se heurter à une force qu'ils ne comprenaient pas encore. La soirée ne faisait que commencer, et déjà les certitudes vacillaient.
Le palais Garnier, ce soir-là, brillait comme un joyau sous les feux de la rampe. Les marches de marbre, les dorures étincelantes, les lustres gigantesques suspendus au plafond, tout contribuait à faire de l'événement un spectacle en soi. Les invités arrivaient par vagues, leurs pas résonnant sur les sols polis, leurs voix amplifiées par l'acoustique parfaite du lieu. Les conversations étaient vives, les éclats de rire fréquents, les photographes prenaient leur place aux endroits stratégiques. Julien Darcy, fidèle à lui-même, se tenait à l'entrée principale, entouré de quelques collaborateurs, saluant les convives avec une décontraction calculée. Il portait un costume noir à la coupe impeccable, une chemise ivoire sans cravate, arborant un sourire discret, maîtrisé. Il semblait serein, mais ses yeux ne cessaient de scruter la foule, comme à la recherche d'un élément encore absent. Le cœur de la soirée battait son plein lorsque la porte latérale, réservée à quelques invités discrets, s'ouvrit sur une silhouette qui n'attira d'abord l'attention que de quelques hôtes en retrait. Camille venait d'entrer, seule, sans escorte, sans annonce, sans effet de mise en scène. Mais il ne fallut que quelques secondes pour que la tension dans l'air change imperceptiblement. Elle s'avança sur les premières marches de l'escalier principal, ses pas calmes résonnant sur la pierre. La lumière capta d'abord la texture unique de sa robe, une soie peinte à la main, dans des tons oscillant entre le bleu nuit et l'argent, parsemé de motifs végétaux stylisés, d'une finesse remarquable. Aucun bijou clinquant, juste une broche en métal patiné, discrètement placée à l'épaule gauche. Ses cheveux, relevés en un chignon sobre, étaient ornés de fleurs naturelles, de petites pivoines blanches qui semblaient presque irréelles sous les lustres de cristal. À mesure qu'elle descendait les marches, les conversations s'interrompaient. Un à un, les invités se retournaient, attirés par cette apparition sans nom, sans pédigré, mais d'une élégance saisissante. Ce n'était pas la beauté classique ou l'exubérance qui frappait. C'était une présence, une tenue, un calme étrange qui captait l'attention sans effort. Ceux qui avaient entendu parler de l'invitée surprise comprirent aussitôt qu'il s'agissait d'elle. Mais rien dans les rumeurs qui avaient circulé n'avait préparé à ce qu'ils voyaient. Solène, postée non loin de l'escalier, en pleine discussion avec un critique d'art, se figea. Son regard se posa sur Camille avec une fixité agressive. Mais elle ne dit rien. Elle sentait que la salle venait de basculer dans une autre tonalité. Julien, de son côté, s'était arrêté au milieu d'une conversation avec un producteur de cinéma. Il fixait Camille, sans mot dire, la mâchoire légèrement crispée. Il ne bougea pas, ne s'avança pas pour l'accueillir comme il l'aurait fait avec n'importe quel autre invité. Il restait immobile, figé, comme s'il venait de réaliser qu'il avait perdu le contrôle d'un scénario qu'il croyait écrire seul. Camille, elle, continua d'avancer. Elle ne cherchait aucun regard, ne souriait à personne. Elle avançait simplement, avec une assurance tranquille, son regard fixé devant elle. Elle ne marchait pas comme une invitée, ni comme une provocatrice. Elle marchait comme quelqu'un qui avait toute légitimité d'être là. Cette certitude désarmait. Un silence profond s'était installé dans la grande salle. Même les photographes, un instant déconcertés, avaient cessé de mitrailler les habitués pour tourner leurs objectifs vers elle. Les flashs crépitèrent enfin, mais sans agressivité, comme un hommage involontaire à l'aura inattendue de cette femme que personne ne connaissait vraiment, mais que personne n'osait désormais ignorer. Lorsqu'elle atteignit le bas de l'escalier, un geste inattendu se produisit. Une femme assise au premier rang de l'auditorium se leva, puis une autre, et une troisième. En quelques secondes, une vague lente et irrépressible gagna la salle. Les convives se levèrent les uns après les autres, sans raison explicite, sans mot d'ordre, un mouvement spontané, sans applaudissements, mais d'une solennité étrange. Une sorte de respect silencieux, un hommage instinctif rendu à une vérité qu'ils ne comprenaient pas mais qu'ils reconnaissaient. Même ceux qui la dédaignaient ou l'ignoraient furent emportés par cette force collective. Et Julien, figé sur place, comprit trop tard que l'objet de sa plaisanterie venait d'échapper à son contrôle. Camille s'arrêta au centre du hall. Elle balaya la salle du regard, sans arrogance, sans sourire forcé. Elle ne remercia personne, ne salua personne en particulier. Elle était là, simplement, et cela suffisait. Elle avait conquis la pièce sans dire un mot. Elle était entrée sans invitation légitime, sans nom prestigieux, sans fortune, sans allié. Et pourtant, elle avait provoqué ce que Julien, malgré son pouvoir et ses contacts, n'avait jamais réussi à obtenir, une adhésion authentique,
presque instinctive, de la part d'un public exigeant, habitué à filtrer, à juger, à hiérarchiser. Ce moment, suspendu, dura quelques minutes. Puis les conversations reprirent, doucement, comme si chacun cherchait à retrouver ses repères. Mais le ton avait changé. Camille n'était plus la domestique. Elle n'était plus un sujet de moquerie. Elle était devenue une énigme, une présence singulière que personne ne pouvait désormais réduire à un cliché. Les journalistes commencèrent à murmurer entre eux, se demandant qui elle était. Certains tentèrent de l'aborder, d'autres cherchèrent son nom sur les listes. Mais aucune fiche ne racontait son histoire. Et c'était cela qui rendait sa présence si troublante. Elle n'était pas une icône fabriquée, elle était réelle, inclassable, imprévisible. Et pendant que le bal mondain reprenait lentement son rythme, pendant que les violons accompagnaient les pas sur le marbre et que le champagne coulait à nouveau dans les coupes, Camille, elle, s'était installée à une table près de l'orchestre, seule. Elle observait, non par retrait, mais parce qu'elle n'avait besoin de rien prouver. Elle était là, et c'était assez. Le murmure s'était propagé dès le premier applaudissement silencieux. Dans l'immense hall du Palais Garnier, l'apparition de Camille Lefebvre avait eu l'effet d'un souffle froid. Les convives, jusqu'alors maîtres du jeu, se retrouvaient soudain spectateurs d'un moment inattendu. Les photographes s'étaient rués sur leurs appareils, les regards se croisaient, hésitants, mal à l'aise. Ce n'était plus seulement une soirée mondaine ordinaire, c'était un spectacle dont la reine, jusqu'à ce moment, ignorait qu'elle existait. Et pourtant, elle avait conquis la scène. À peine les premières notes de l'orchestre avaient-elles retenti que l'ambiance bascula. Les invités engagèrent des conversations haletantes. Certains se penchèrent vers leurs voisins et chuchotaient « Qui est-elle ? Comment se fait-il que je ne la connaisse pas ?» Les flashs crépitaient. L'éclairage focalisait désormais sur un nouvel acteur invisible jusque-là. Le pouvoir de l'image se déployait. Reporters photographiques, blogueurs du jet-set, figures impersonnelles de la presse du luxe, tous pointaient leur objectif vers cet inconnu inattendu. Les signatures enchevêtrées des invités habituels perdaient un moment leur éclat face à cette entrée sans nom mais pleine d'air de légende. Les conversations du groupe de Julien changeaient de ton. Les ricanements complaisants d'avant l'entrée de Camille furent remplacés par des échanges plus discrets, plus prudents. Julien, entouré de ses collaborateurs, avait le regard fuyant. Il ne prenait plus la parole. Il ne cherchait plus à ironiser. L'invitation qu'il avait lancée, en gage d'un jeu arrogant, se retournait contre lui. Il y avait ce détail que personne ne pouvait ignorer. L'invitée surprise n'avait pas effacé ce qu'elle était. Elle l'avait transcendé. Les œuvres d'art accrochées au mur, les objets de marbre et d'or, tout cela devenait décor autour de sa présence. Ambiance de pouvoir, de prestige, avait cédé la place à une ambiance de questionnement. À mesure que le dîner avançait, des personnalités du monde culturel se rapprochaient. La curatrice Marianne Lemoine, dont Camille avait reçu le message quelques jours plus tôt, surgit parmi les invités. Visiblement, elle avait reconnu la même vision qu'elle avait perçue dans l'œuvre signée « Elle ». Elle rejoignit la table de Julien, mais détourna le regard vers Camille. Le geste fut presque invisible, mais pour ceux qui observaient, il signifiait une reconnaissance silencieuse. Un mur cédait. L'art ne se mesurait plus seulement au nom, à la fortune, à l'ascendance. Il se mesurait à la vérité brute, à la capacité de surprendre. Et Camille en était la manifestation. Les critiques mondaines commencèrent à disserter à voix basse. Certains se demandaient si Julien n'avait pas fait là un coup de publicité. D'autres s'interrogèrent sur la nature réelle de cette invitation. Était-ce une faute de goût, une provocation, ou un signe que les critères de la haute société pouvaient évoluer? Leurs mots contenaient un mélange d'incrédulité et de fascination. L'élite assistait à sa propre redéfinition. Solène Moreau, qui avait prévu d'éclipser l'aventurière domestique, prit la mesure du changement. Elle resserra les ventes de sa robe sur son épaule, avança un peu vers la scène centrale, mais ne trouva plus la confiance d'avant. Son sulfure, son assurance costumée, sonnaient désormais creuses face à cette présence qui ne cherchait pas l'effet, mais qui le provoquait. Le murmure se transforma peu à peu en discussion audible. Les invités quittaient momentanément leurs chaises, allèrent vers les buffets pour se ressourcer, retournaient à leurs verres en échangeant des regards. L'espace se dilatait. Il n'était plus seulement personnel et mondain, il devenait collectif, introspectif.
Quelqu'un avait lancé « C'est étonnant comme on se sent soudain hors de place ». Un autre avait répondu « Elle n'a rien demandé ». Et pourtant, les mots claquaient comme des miroirs brisés. L'image de la domestique avait secoué les codes. Elle avait manifestement attiré l'électricité de la salle. La presse extérieure, Parisiens de luxe, blogueurs d'art, comptes Instagram exclusifs, tous attendaient. Les hashtags avaient été suggérés avant même la fin de l'événement. AGLC est là, la nouvelle visibilité. Ces rumeurs numériques se répandirent loin de la salle, dans des salons éloignés, des cafés branchés, jusqu'aux ruelles sombres de Montmartre. Le public lambda captait un fragment de l'histoire. Une femme ordinaire dans un monde extraordinaire. Le contraste faisait effet. Le catégorique masqué du luxe cédait la place à l'inattendu. Et cela secouait l'habitude. À la fin du dîner, un silence se fit quand le dessert fut servi. Julien prononça quelques mots d'introduction destinés à lancer la soirée dans une séquence musicale. Il évoqua la tradition, les liens, l'audace. Lorsqu'il termina, chacun applaudit. Mais l'applaudissement ne se dirigea pas vers lui comme prévu. Il y eut un instant lors duquel tous les regards se tournèrent vers Camille, assise non loin, animée d'une tranquillité étrange, et un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. Elle n'avait pas besoin qu'on la nomme. Elle venait d'être remarquée. Cette reconnaissance silencieuse, cette montée de visibilité, n'était pas une revanche sociale. Elle était le signe que l'audace n'était plus l'apanage des puissants. Elle était entrée dans la salle, invisible aux habitudes, et avait transformé l'espace en scène. Les conversations, les regards, les dynamiques se réorganisaient. Certains invités s'approchèrent pour saluer Julien. D'autres se contentèrent d'échanger des regards complices avec Camille. Des alliances se formaient, des anciennes hiérarchies vacillaient. Une fête conçue pour consolider le pouvoir révélait maintenant ce qu'elle ne prévoyait pas, la vérité d'une autre présence. La nuit continua. Les lumières baissèrent. Le piano joua un air solennel. Les convives, désormais partagés entre fascination et malaise, commencèrent à quitter le salon principal. Camille resta un moment. Elle prit un verre. Elle regarda autour d'elle. Elle avait conscience que cette soirée ne finirait pas comme elle avait commencé. Elle avait ajouté une note différente, une vibration inattendue. Elle n'était plus celle qu'on avait invitée par dérision. Elle était devenue celle qu'on voulait voir. Et dans ce renversement discret mais puissant, elle avait gagné quelque chose de plus précieux que l'éclat mondain, une légitimité silencieuse. Lorsque la voiture la reconduisit au manoir, les projecteurs s'éteignaient. Elle descendit, ouvrit la portière, posa un pied sur le trottoir encore chaud des caméras. Elle inspira. Elle n'était pas fatiguée. Elle ressentait un calme limpide, comme si l'histoire venait de basculer. Et dans sa tête, elle savait que rien, à partir de ce moment, ne pourrait être comme avant. Le matin suivant, Paris s'éveilla sous un ciel pâle, traversé de nuages pressés. Dans certains cercles, la soirée du Palais Garnier faisait déjà l'objet de discussions animées. Mais ce n'était pas Julien Darcy ni ses invités réguliers qui occupaient les premières lignes des récits. C'était elle, Camille Lefebvre, ou, pour certains médias plus avisés, l'invité inattendu, la femme sans nom, la robe peinte à la main. Plusieurs comptes en ligne relayèrent des photos volées de l'événement. Aucun cliché officiel n'avait été publié à son sujet, parce qu'aucun média ne l'avait anticipé. Et pourtant, son visage apparaissait sur des dizaines de publications personnelles, capturées à la volée, floues parfois, mais toujours frappant, sans pose forcée, sans sourire d'apparat, mais avec cette force tranquille qui, d'un simple regard, changeait l'ambiance d'une pièce. Au manoir, la tension était palpable. Julien, enfermé dans son bureau depuis l'aube, avait les journaux ouverts devant lui. Son visage restait impassible, mais son esprit tourbillonnait. L'équilibre qu'il croyait maîtriser s'était inversé. Camille, qu'il avait conviée par provocation, dominait désormais la narration. Non seulement elle avait attiré l'attention générale, mais elle s'était imposée sans lui. Pire, elle n'avait jamais revendiqué quoi que ce soit. Et c'est précisément ce silence, ce refus de jouer le jeu, qui avait détruit toute tentative de la réduire à une simple anecdote. La scène suivante se déroula dans un salon plus petit du manoir, l'un de ces espaces réservés aux invités privilégiés, mais que Camille connaissait bien, pour y avoir nettoyé chaque recoin. Julien l'y attendait. Il l'avait fait appeler par un autre employé, avec une formulation polie mais distante. Lorsqu'elle entra, il se leva
hésita à lui tendre la main, puis s'abstint. Il fit un geste vague vers un fauteuil. Camille s'assit sans dire un mot. Julien prit la parole le premier. Sa voix était plus calme que d'habitude, mais trahissait un effort de contrôle. « Je voulais te féliciter pour hier soir. Tu as surpris tout le monde. » Camille resta silencieuse. Il reprit « Je dois admettre que tu as su te montrer à la hauteur. Personne ne s'attendait à ça. » Un silence s'installa. Elle ne répondit toujours pas. Il insista, changeant légèrement de ton. « Je sais que, au départ, ce n'était pas très élégant de ma part. Ce n'était pas une vraie invitation. » Il cherchait ses mots. Camille, immobile, l'observait. Il poursuivit. « Mais tu t'es imposé. Tu as renversé la situation. Et je pense que tu devrais profiter de cette visibilité. On pourrait peut-être envisager quelque chose, un projet, une collaboration. Je connais des gens qui... » « Arrête, dit-elle soudain, pas sèchement, juste avec une autorité calme. Julien s'interrompit net. Camille croisa ses jambes, posa les mains sur ses genoux et parla pour la première fois. « Tu ne m'as pas invité pour me donner une chance. Tu m'as montré du doigt, comme on montre un chien errant. » Julien voulut protester, mais elle leva la main. « Je t'ai entendu ce jour-là, quand tu as dit « je vais emmener celle-là, la feignante ». J'étais à 2 mètres, tu ne m'as pas vu comme d'habitude, mais j'étais là. » Julien baissa les yeux. Elle continua. « Je suis venu non pas pour toi, ni pour ton monde, mais pour moi, parce que j'ai passé trop de temps à me cacher, à croire que ma place devait rester dans l'ombre. Et tu sais quoi? Cette soirée m'a montré que je n'avais pas besoin de permission, pas même la tienne. » Julien la regardait, silencieux. Il n'était plus dans la position du maître de maison, du stratège, du décideur. Il écoutait, et dans ses yeux quelque chose vacillait. Peut-être de la honte, peut-être de la lucidité tardive. Camille se leva. « Je vais quitter cette maison, dit-elle. Pas aujourd'hui, pas brusquement, mais bientôt. J'ai d'autres projets, des vrais, des choses qui me ressemblent. » Elle s'approcha de la porte puis se retourna une dernière fois. « Tu riais de moi. Maintenant, c'est le monde qui me regarde. Pas parce que je suis exceptionnelle, mais parce que j'ai cessé de me cacher. Et ça, tu ne pourras jamais le comprendre. » Elle quitta la pièce sans claquer la porte, sans théâtralité, juste avec cette démarche décidée qui était devenue sa signature. Le soir même, alors qu'elle rentrait dans sa chambre, elle trouva un message de Marianne Lemoine. La rencontre du lendemain était confirmée. La curatrice voulait voir d'autres œuvres, connaître l'artiste derrière la signature LC. Camille relut le message avec attention, puis sortit la boîte sous son lit. Elle en sortit ses anciennes toiles, enroulées, protégées dans des tissus bon marché. Elle les étala sur le sol, les unes après les autres. Des visages, des paysages, des gestes. Des fragments de vie peints avec rage, douceur, mémoire. Tout ce qu'elle avait eu jusque-là. Le passé et le présent venaient de se percuter, non dans une explosion, mais dans une reprise de souffle. Camille n'était plus une employée invisible. Elle n'était pas non plus une star improvisée. Elle était en train de devenir elle-même pleinement, sans compromis. Et désormais, elle n'attendait plus qu'on lui ouvre des portes. Elle traçait les siennes. Le lendemain matin, la maison d'Arcy était silencieuse, comme engourdie par les remous de la veille. Le personnel parlait peu, les couloirs étaient moins animés. Camille, fidèle à son emploi du temps habituel, s'était levée tôt, avait préparé les plateaux du petit déjeuner, mais ne les avait pas servis personnellement. Une autre employée, volontaire, avait pris sa place, consciente que quelque chose d'inhabituel se préparait. Le retour de la fête, la veille au soir, avait tout changé. Camille n'était plus simplement perçue comme une domestique par les autres, mais comme une énigme, une figure que personne n'arrivait encore à placer dans les catégories familières de ce microcosme mondain. Julien, de son côté, était resté enfermé dans son bureau presque toute la journée précédente. Les articles continuaient à paraître, les photos circulaient, les questions se multipliaient. Des journalistes tentèrent de l'interroger, d'obtenir une déclaration, une explication sur l'identité de cette mystérieuse Camille. Il ne répondait à personne. L'homme d'affaires, autrefois si prompt à se montrer, à contrôler les récits qui l'entouraient, se retrouvait en retrait, impuissant à reprendre le contrôle d'une histoire qu'il avait lui-même déclenchée. En fin d'après-midi, Camille demanda à lui parler, non pas par orgueil ou revanche, mais par nécessité. Elle avait quelque chose à dire et cette fois, elle ne laisserait pas d'interprétation possible. Julien accepta immédiatement.
Il n'avait pas le choix. Il l'attendait dans le même salon que la veille, visiblement plus tendu. Lorsqu'elle entra, il se leva, lui fit un signe de tête, puis s'assit à nouveau. Elle resta debout quelques secondes, puis prit place en face de lui. Son visage était calme, mais déterminé. Julien ouvrit la bouche, mais elle le devança. « Je ne suis pas venu pour t'entendre te justifier. Ce que tu as fait, je l'ai compris dès la première seconde. Tu voulais provoquer, choquer ton entourage, te donner un frisson en brisant les codes, en amenant une étrangère dans ton monde fermé. Ce que tu n'as jamais prévu, c'est que cette étrangère allait refuser de se soumettre à ton rôle. » Il voulut l'interrompre, mais elle poursuivit, implacable. « Tu ne m'as jamais vu. Pendant 2 ans, j'ai été là, tous les jours. À nettoyer, à servir, à t'écouter parler de réussite, de mérite, de pouvoir. Tu parlais de conquête, d'audace, et tu ne t'es jamais rendu compte que la vraie audace, ce n'est pas de tout posséder. C'est de n'avoir rien et de se tenir droit malgré tout. » Julien avait les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes. Il l'écoutait, le regard baissé. Elle continua, chaque mot précis, mesuré. « Tu pensais que je serais gêné, que je refuserais, ou que je viendrais en m'excusant d'être là. Mais ce que tu ne comprends toujours pas, c'est que je n'ai jamais eu honte de ce que je suis. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, pas pour te prouver quoi que ce soit, pas pour leur prouver, juste pour sortir de l'ombre dans laquelle ton monde m'a enfermé. » Julien releva les yeux. « Tu as raison, j'ai été condescendant, arrogant. Je ne voulais pas te blesser, mais c'est ce que j'ai fait. Je croyais maîtriser, comme toujours. » Il marqua une pause. « Mais tu as changé la donne. Personne ne t'a oublié hier soir. Ils parlent tous de toi, tu es. » Il hésita, cherchant un mot. « Tu es devenu quelqu'un. » Camille sourit, mais son regard restait dur. « Non, je n'ai pas devenu quelqu'un. J'ai toujours été quelqu'un. C'est vous qui avez enfin ouvert les yeux. » Le silence qui suivit était chargé, mais pas de rancœur. Il était rempli de la clarté brutale des choses dites sans détour. Julien se redressa. « Alors qu'est-ce que tu veux maintenant ? Tu vas quitter la maison, j'imagine. » Elle hocha la tête. « Oui, j'ai des projets, des expositions à préparer, des rencontres à faire, j'ai une vie à reprendre. Mais avant ça, je voulais venir ici, te dire en face ce que tu m'as fait et ce que tu n'as pas réussi à m'enlever. » Julien croisa les bras, visiblement ébranlé. « Tu aurais pu me dénoncer, tu aurais pu me ridiculiser devant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait. » Camille haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas mon style. Et tu t'es ridiculisé tout seul. Ce que j'ai fait hier soir, ce n'était pas contre toi. C'était pour moi. Tu n'étais qu'un élément déclencheur. Le reste, je l'avais en moi depuis toujours. » Elle se leva. Julien resta assis. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Je te remercie malgré tout. Pas pour l'invitation, mais pour le déclic. Tu as cru m'humilier. Tu m'as offert une scène. » Elle ouvrit la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu peux continuer à vivre dans ton cercle, Julien. Mais sache qu'à partir d'hier, ce cercle a une faille. Et c'est moi qui l'ai ouverte. » Elle quitta la pièce, cette fois définitivement. Pas comme une employée, pas comme une invitée de passage, mais comme quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Elle traversa les couloirs sans se cacher. Les autres employés la saluaient avec discrétion, certains baissaient les yeux. Elle ne s'arrêta pas. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Et désormais, elle regardait vers l'avant. Lorsque Camille sortit définitivement du manoir Darcy 3 jours plus tard, c'était sans cérémonie. Pas d'adieux théâtraux, pas de discours. Une valise sobre, ses carnets de croquis, 2 toiles roulées sous le bras, et cette même posture droite qu'elle avait conservée du premier jour jusqu'au dernier. Elle ne s'attarda pas dans l'entrée, ne regarda pas en arrière. L'imposante façade haussmannienne derrière elle n'avait plus rien à lui offrir. Ce qui l'attendait désormais était ailleurs, hors des salons dorés, des regards hautains, des hiérarchies invisibles. Dans les jours qui suivirent le gala, la figure de Camille s'imposa dans l'espace public avec une vitesse que même les habitués des buzz culturels ne purent anticiper. Ce ne fut pas une ascension orchestrée par une agence de communication ou propulsée par un partenariat de luxe. C'était une traction organique, presque brute. Des photographies amateurs circulaient encore sur les réseaux sociaux. Certains internautes avaient tenté d'identifier sa robe, pensant à une création d'un couturier avant-gardiste. Lorsqu'ils apprirent qu'elle l'avait conçue elle-même et peinte à la main, la fascination grandit. L'histoire se précisait. Elle était employée domestique venue de nulle part et pourtant,
Elle avait éclipsé des figures installées et défié sans un mot les codes les plus rigides de la société mondaine parisienne. Les médias, qui avaient d'abord relégué sa présence au rang d'anecdotes curieuses, commencèrent à remonter la piste. Son pseudonyme artistique, L.C., réapparut dans des recherches. Un vieux concours de peinture amateur à Lyon. Une exposition de quartier remontant à presque une décennie. Les preuves étaient maigres, mais suffisantes pour alimenter la curiosité du public. Puis vint la confirmation officielle. Marianne Lemoine, la curatrice de la Galerie du Marais, publia un communiqué sobre mais clair. « Nous avons l'honneur de vous annoncer la signature de la jeune artiste L.C., dont le travail a bouleversé notre comité. Une exposition est en préparation. Elle présentera des œuvres inédites, d'une force rare. » À partir de là, tout s'accéléra. Plusieurs institutions artistiques demandèrent à rencontrer Camille. Des invitations arrivèrent de la part de fondations, d'universités, d'écoles d'art. Des journaux prestigieux lui consacrèrent des articles de fond, évoquant sa trajectoire comme un récit de résilience et d'authenticité. Certains lui proposèrent même des contrats pour raconter son histoire dans des documentaires ou des formats numériques. Mais Camille refusa tout ce qui ne concernait pas directement son travail. Elle ne voulait pas devenir une mascotte de la méritocratie fantasmée, ni un visage exploité pour des campagnes de communication édulcorées. Elle voulait que son œuvre parle, rien d'autre. Elle ne donna que 2 interviews. Dans la première, publiée par un média culturel indépendant, elle expliqua brièvement son parcours, évoquant son enfance dans une petite ville, son amour de la peinture, l'abandon forcé de ses études après l'accident de son frère, les années de silence créatif, puis le choix de revenir par ses propres moyens. Pas une seule fois elle ne mentionna Julien Darcy, le manoir ou les humiliations subies. Elle refusa de nourrir les polémiques, de transformer une soirée en revanche. Son regard restait tourné vers ce qu'elle voulait bâtir, et non vers ce qu'elle avait fui. La deuxième interview fut donnée à un journal d'art contemporain. Elle y parla longuement de son processus de création, de ses influences, des gestes qu'elle voulait transmettre à travers ses peintures. Elle y déclara « Je ne crois pas à la success story. Je crois au travail silencieux. Ce que j'ai vécu ne m'a pas transformé. Cela m'a révélé à moi-même. Les autres ont vu quelque chose. Moi, j'ai simplement cessé de me cacher. » Mais le plus frappant, ce ne furent pas ces mots, ce furent les réactions. Des jeunes artistes issus de milieux modestes commencèrent à la citer. Des étudiants en art lui écrivirent. Des femmes, surtout, prirent la parole pour raconter leur propre invisibilité, leur lutte, leur silence. Camille devint malgré elle un symbole, pas de réussite individuelle, mais de dignité retrouvée, de résistance discrète, de beauté sans autorisation. Julien Darcy, quant à lui, vit sa réputation écornée. Les articles ne l'attaquaient pas directement, mais les allusions étaient claires. Une artiste révélée malgré les carcans de la haute société, quand une invitation moqueuse devient le point de départ d'un bouleversement artistique, le regard aveugle d'une élite sur le talent qu'elle emploie. Même ceux qui autrefois riaient avec lui prenaient désormais leur distance. Il tenta de redorer son image, de parler d'un geste volontaire, d'un choix visionnaire, mais personne n'y croyait. Il avait perdu la main. Il n'était plus que le décor de sa propre chute. Camille, elle, gardait le cap. Elle accepta quelques invitations sélectives, participa à des tables rondes sur l'accès à l'art pour les milieux populaires, mais sans jamais céder au discours victimaire. Elle répétait à qui voulait l'entendre qu'elle ne représentait personne d'autre qu'elle-même, mais que si son parcours pouvait ouvrir des portes à d'autres, alors elle voulait les tenir ouvertes, ne serait-ce que quelques secondes de plus. Dans les rues de Paris, son visage n'était pas sur les panneaux publicitaires, mais il flottait dans les conversations. « Tu connais Camille Lefebvre ?» C'est elle, L.C. Tu sais, celle du Palais Garnier. Le bouche à oreille fonctionnait mieux que toute campagne. Elle était devenue une référence, un repère discret dans une époque saturée d'images manufacturées, et elle n'avait encore rien exposé officiellement. Sa première grande présentation publique n'aurait lieu que dans quelques semaines. Mais déjà, tout le monde voulait y être, pas par snobisme, par besoin de comprendre, de voir de leurs propres yeux ce que la rumeur, l'image et le silence avaient déjà commencé à dessiner. Quelques jours après l'annonce officielle de sa future exposition, Camille quitta Paris temporairement. Elle avait besoin de se retrouver loin des projecteurs naissants, des sollicitations incessantes, des regards qui se posaient maintenant sur elle avec admiration, mais aussi curiosité.
Ce départ ne fut pas un exil, mais une reconquête. Elle prit un train matinal vers l'est, longea les paysages familiers de sa jeunesse, jusqu'à retrouver, après plusieurs heures, les vallons et les forêts de la région lyonnaise. Elle descendit à la petite gare de Tarare, sac à l'épaule, carnet en main. Personne ne l'attendait. Elle ne l'avait dit à personne. Elle voulait revenir sans faire de bruit, comme elle était partie. La première chose qu'elle fit fut de marcher jusqu'à la maison de ses grands-parents. Une maison en pierre, simple, entourée d'un petit jardin dont elle connaissait chaque recoin. Elle poussa le portail, monta les 3 marches, frappa doucement. C'est son grand-père qui ouvrit. Pendant un instant, il resta figé, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Puis il sourit. Un sourire lent, profond, sans un mot. Camille entra. Sa grand-mère, alertée par les pas, arriva en essuyant ses mains dans un torchon et la serra dans ses bras, fort, longtemps. Ils ne posèrent pas de questions. Ils ne firent aucune remarque sur ce qu'ils avaient vu à la télévision ou entendu à la radio. Ils la laissèrent s'asseoir, lui servirent un café et reprirent leurs gestes habituels. C'est cela que Camille était venue chercher. Un espace sans attente, sans spectacle, un retour au réel. Dans les jours qui suivirent, elle reprit contact avec les lieux de son enfance. Elle retourna à son ancienne école, visita les salles de classe, les couloirs où elle avait accroché ses premiers dessins. L'un de ses anciens professeurs, aujourd'hui à la retraite, la reconnut et l'invita à déjeuner. Ils parlèrent longuement, non pas de succès ou d'actualité, mais de création, de persévérance, de cette époque où Camille remplissait des carnets entiers sans jamais chercher à plaire. Ce fut une conversation simple, nourrissante, loin du bruit. Elle retrouva aussi son petit frère, Adrien, désormais âgé de 21 ans, qui vivait encore dans la région. Ils se virent dans un café du centre-ville. Il avait changé, grandi, mais gardait cette fragilité que Camille reconnaissait entre mille. Lorsqu'elle était partie pour Paris, c'était en grande partie pour lui, pour subvenir aux frais de son traitement, à ses études, à la stabilité familiale. Elle ne lui avait jamais rien reproché. Ce jour-là, ils se parlèrent à cœur ouvert. Adrien lui raconta ses projets. Il voulait entrer dans une école de cinéma, écrire des scénarios, peut-être même filmer des histoires inspirées de leur propre vie. Camille l'écouta, émue mais silencieuse. Elle savait qu'il lui restait un long chemin, mais il semblait prêt à marcher seul désormais. Profitant de son séjour, elle prit aussi l'initiative de rencontrer la mairie et la maison des jeunes de la commune. Elle proposa de mettre en place un atelier d'art libre, financé par ses premiers revenus artistiques. Pas un grand projet, pas un centre culturel monumental, juste un lieu accessible où des jeunes pourraient venir peindre, dessiner, expérimenter, sans pression. L'idée fut reçue avec enthousiasme. Elle laissa à la mairie une lettre d'engagement, une esquisse de budget et la promesse de revenir bientôt pour l'inauguration. Elle ne voulait pas être la vedette d'un projet. Elle voulait juste tendre la main, comme on dépose un outil entre les doigts de quelqu'un d'autre. À aucun moment, elle ne parla publiquement de Julien Darcy, ni de la fête, ni de son passage à Paris comme employé. Quand on l'interrogeait, elle répondait simplement « J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je fais ce que je choisis. » Cette phrase devint presque une devise dans les milieux artistiques qui commençaient à s'approprier son parcours comme un exemple à suivre. Mais Camille refusa toujours de se laisser enfermer dans une narration de contes de fées ou de revanche sociale. Elle savait que la route n'avait rien de magique, qu'elle était pavée de fatigue, de silence, d'efforts invisibles. Et c'est cela qu'elle voulait transmettre. Une éthique du réel, du travail discret, de la création comme forme de résistance à l'effacement. Avant de retourner à Paris, elle fit une dernière visite. Un petit atelier désaffecté qu'elle connaissait pour y avoir peint adolescente. Il était à l'abandon, mais les murs portaient encore les traces de ses premiers élans. Elle resta là plusieurs heures, à nettoyer un coin, à dessiner sur le mur avec un vieux fusain trouvé dans sa poche. Elle y inscrivit une simple phrase, en lettres brutes. « Ce n'est pas le monde qu'il faut convaincre, c'est soi-même qu'il faut retrouver. » Puis elle repartit. Le train la ramena à Paris comme une boucle qui se referme. Mais cette fois, elle ne retournait pas à une chambre de bonne. Elle avait un atelier, prêté par une galerie partenaire, un espace de travail, de lumière et de silence. Là, elle étendit ses toiles, reprit ses pinceaux, s'installa devant un chevalet et recommença à peindre.
non pas pour répondre à une attente, mais pour continuer ce qu'elle avait commencé bien avant que quelqu'un ne décide qu'elle méritait d'être vue. Quelques mois plus tard, un vendredi d'automne, la première exposition personnelle de Camille Lefebvre fut inaugurée à Paris. Elle avait refusé les grandes salles du centre et les galeries hyper médiatisées. Elle avait choisi un espace modeste, mais réputé pour la qualité de ses sélections, situé dans une ancienne imprimerie du 11e arrondissement. Le lieu avait été réaménagé simplement, sans grand décor, avec des murs blancs, une lumière naturelle filtrée par de larges verrières et un silence respecté. Pas de musique d'ambiance, pas de discours préfabriqués. Camille avait exigé que les visiteurs entrent, regardent, ressentent, sans intermédiaire. L'exposition s'intitulait « Présence », un mot simple mais lourd de sens pour elle. Car toute sa démarche depuis son retour à la peinture reposait sur cette idée. Exister sans chercher à s'imposer, affirmer sans bruit, marquer sans violence. Les œuvres exposées étaient des portraits, des scènes de vie, des gestes suspendus. Aucune signature en bas des toiles. Juste, au début du parcours, une plaque discrète indiquant « Œuvre de L.C. Camille Lefebvre ». Dès l'ouverture, le public afflua. Des critiques d'art, des amateurs éclairés, des étudiants en art visuel, mais aussi des anonymes, venus après avoir entendu son nom ou croisé une image sur les réseaux. Tous voulaient voir par eux-mêmes ce que la presse avait décrit comme l'expression nue d'une force silencieuse. Certains restaient de longues minutes devant chaque toile, d'autres faisaient le tour en silence, puis revenaient à leur point de départ. Tous, sans exception, sortaient différents de ce qu'ils étaient en entrant. Il n'y avait pas de provocation dans les œuvres, juste une vérité brute, une émotion précise, une profondeur qui désarmait. Au fond de la salle, isolée sur un mur entier, trônait une seule et unique peinture, protégée par une vitre. Une toile plus grande que les autres. Le public se pressait autour, lisait le cartel, s'approchait en silence. Le titre, Silence au Palais. Il s'agissait d'une reconstitution peinte de la soirée du gala au Palais Garnier. On y distinguait les contours des escaliers, les silhouettes des invités figées, les colonnes de marbre baignées de lumière chaude. Au centre du tableau, une femme descendait les marches, dans une robe fluide aux motifs végétaux. Mais ce qui frappait le plus, c'était une autre figure, en arrière-plan. Un homme représenté de dos, légèrement flou, détaché du reste de la scène. Aucun détail ne permettait de l'identifier avec certitude, mais son isolement parlait de lui-même. C'était Julien. À côté du tableau, un simple texte imprimé sur une plaque noire. Certains riment pour cacher la peur de ceux qui brillent. Ce jour-là, j'ai compris que l'on peut se lever sans hurler, se montrer sans permission, exister sans autorisation. Je n'ai pas changé de monde. J'ai cessé de demander la permission d'exister dans le mien. C'est elle. Ce texte, sobre et dense, fut photographié, partagé, traduit. Il circula au-delà du monde de l'art. Il fut repris dans des écoles, dans des conférences, dans des groupes de parole. Ce n'était pas un manifeste, c'était une affirmation tranquille, une déclaration d'indépendance intérieure. Et cela parlait à des milliers de gens, bien au-delà des murs de l'exposition. Camille, ce soir-là, était présente, mais elle ne portait pas de robe de créateur ni de maquillage exubérant. Elle était vêtue simplement d'un pantalon noir, d'une chemise en lin, les cheveux relevés comme à son habitude. Elle n'occupait pas le centre de la pièce. Elle se tenait en retrait, observant les visiteurs, attentive au silence, aux réactions, aux regards qui se posaient sur ses toiles. Elle salua quelques personnes, répondit à quelques questions, mais sans jamais chercher à se mettre en avant. Elle n'avait pas besoin de raconter son histoire. Elle l'avait peinte. Julien ne vint pas, du moins pas ce soir-là. Certains dirent qu'il avait envoyé un émissaire, d'autres qu'il avait vu des photos, lu des articles et qu'il avait compris. Mais Camille ne chercha pas à le savoir. Ce n'était plus son sujet. Il avait été un déclencheur, un obstacle, une pièce dans un puzzle. Mais le tableau final lui échappait. Il ne faisait plus partie du récit. Dans les semaines suivantes, l'exposition fut prolongée 2 fois. La galerie vendit plusieurs œuvres à des institutions publiques et à des collectionneurs privés. Camille reçut des propositions d'exposition à l'étranger, des bourses de résidence, des partenariats éducatifs. Mais elle sélectionna avec rigueur, refusant tout ce qui sentait l'exploitation ou le sensationnalisme. Elle continua à peindre,
à intervenir dans des ateliers d'art ouverts à des jeunes sans réseau ni moyens. Elle finança la rénovation du petit local à Tarare qui ouvrit ses portes sous le nom Atelier Présence. Camille Lefebvre ne devint pas une célébrité. Elle devint quelque chose de plus rare, une référence. Pas une figure idéale, mais une femme réelle, debout, autonome. Elle ne cherchait plus la validation d'aucun système. Elle avait sa place, non parce qu'on la lui avait donnée, mais parce qu'elle l'avait construite centimètre par centimètre, toile après toile, silence après silence. Ce soir-là, alors que les derniers visiteurs quittaient la galerie, elle resta seule quelques minutes face à sa grande toile. Elle observa la scène, les jeux d'ombre et de lumière, les détails invisibles aux autres, puis elle sourit, pas un sourire éclatant, un sourire discret, intérieur, mais entier. Elle savait que ce moment resterait, non comme une fin, mais comme un commencement, une trace, une certitude. Elle avait existé, pleinement, sans jamais trahir ce qu'elle était.